Très rapidement, pour introduire en fait ce projet, je pense que pour gagner du temps, c'est important aussi. Nous vous avions convié ce matin et bon, je pense qu'il faut aussi souligner la présence du chef de la planification du ministère de la Jeunesse, M. Atoumane Gueye, parce que ce projet sans l'assistance du ministère de la Jeunesse, je pense que c'est avec le ministère que nous allons le dérouler pour les différentes parties prenantes. Parce que l'idée à la base, c'est d'avoir une approche de c'est important en fait cette approche de co-construction. Parce que nous sommes des chercheurs, nous sommes assez souvent emmurés dans nos bureaux et nous élaborons des outils de recherche destinés en fait aux acteurs. On ne peut pas parler à la place des acteurs. C'est la raison pour laquelle en fait vous avez été conviés à cet atelier. C'est de nous permettre ensemble d'élaborer en fait les outils de travail pour une bonne réussite en fait de cet atelier. Parce que c'est pour nous en fait, quand on parle de la démarche inclusive, c'est pas seulement en fait un mot qu'on prononce comme ça. La démarche inclusive voudrait que les acteurs avec lesquels on est censé exécuter les résultats de la recherche soient présents d'amont en aval. Parce que quand on finira de recueillir les données et de vouloir les implémenter, et qu'on vous demande de venir ici pour véritablement partager avec nous nos résultats de recherche, ça n'a pas de sens. Parce que pour nous, en fait, à la base, c'est d'entamer ce travail-là avec vous. Et en l'entamant, nous pensons que nous n'allons pas trahir les aspirations des jeunes du continent. Parce qu'il faut que l'on puisse aussi entendre la voix des jeunes. Sans plus tarder, je vais les objectifs de la recherche qui sont escomptés au cours de cette activité. Donc, en premier lieu, je pense que, comme je l'ai en fait souligné à travers donc mon discours, l'appréhension mutuelle de recherche. On pourrait, à mon avis, avancer rapidement. Donc l'idée c'est ça en fait, et une compréhension commune du projet de recherche avec les parties prenantes. Les parties prenantes, je pense qu'ensemble nous allons aujourd'hui faire une cartographie des parties prenantes, les identifier et considérer que c'est avec ces gens-là avec lesquels nous allons bâtir notre plateforme au tapis du Sahara. L'adhésion et les aligner sur les objectifs de la recherche afin d'améliorer la pertinence et l'utilisation des résultats issus de ce projet. Donc, mais aussi parce que ces outils sont partagés dans différents pays, il nous faut aussi, à la base, nous-mêmes, conceptualiser sur la base, en fait, du vécu. L'ensemble des pays concernés par la recherche, mais il y a une dimension qui ne s'opère qu'au Sénégal. Et à partir de là, il faudrait que cette spécificité sénégalaise sorte. Voilà. Donc, c'est ça en fait que nous allons faire aujourd'hui, mais aussi ce qu'on appelle créer la maison Outafiti Serra. Je pense que Martine viendra après expliquer un peu qu'est-ce qu'il entend sur la notion d'Outafiti Serra. C'est une sorte de plateforme commune que nous allons élaborer ensemble au fur et à mesure de la recherche pour avancer. Donc, mais aussi mettre en réseau les acteurs de la jeunesse,
dans le domaine des moyens de subsistance, de création d'emplois, mais aussi d'autres aspects qui concernent aussi les jeunes. Donc les résultats qui sont attendus par rapport à cet atelier, c'est d'affiner le plan de recherche, les outils de recherche contextualisés, la confirmation des parties prenantes qui sont importantes et de réseaux et de partenariats entre parties. De rapport, parce qu'à la base, quand on finira, il nous faut un rapport final de cet atelier que nous allons partager avec vous et que vous allez pouvoir mettre vos inputs aussi s'il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte. Donc, partager avec les parties prenantes dans un délai de 6 semaines. Voilà, donc pour finir, c'est avoir cette compréhension commune du projet, avoir l'adhésion des parties prenantes sur le sujet, établir la maison Otapiti-Sera au Sénégal. Voilà donc. Donc je finis avec ces images qui, je l'espère, vont égayer un peu. Ça, ce sont des manifestations qui ont eu lieu. C'est aussi le mal-être des jeunes. C'est aussi en fait la question des diplômés sans emploi, mais aussi des programmes qui sont en train d'être déroulés par un programme. Parce que donc, il viendra aussi parler au nom du Fonds de solidarité nationale. Voilà. Bonjour à tout le monde. Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques, Monsieur le directeur exécutif du Partnership for Social African and Governance Research, Monsieur le chef de la recherche et de la politique du Partnership, mon ami et frère, le docteur Ibrahim Ognon, éminent chercheur autour de ce projet, valeureux représentants de la jeunesse, distingués invités. Mon ami m'a en quelque sorte forcé la parole, je n'avais pas prévu de parler ici, mais je trouve quand même que c'est une occasion et une forte opportunité pour ce projet et cette initiative ô combien importante dans le cadre de la résilience par rapport à cette effroyable horreur qu'est la COVID-19, mais également pas seulement en termes d'emploi et d'employabilité. Je crois que ça touche également les réseaux de protection sociale. Je ne serai pas long parce qu'il y a des expériences à partager. Ne vous attendez pas à un discours structuré. Je préfère parler par l'expérience et par le cœur, donc par la passion. Si nous avons des choses que nous avons apprises de la COVID-19, c'est principalement 3 à 4 enseignements. C'est qu'en matière de protection sociale adaptative, il ne faudrait pas restreindre le champ des vulnérabilités. Les restreindre surtout aux ménages, parce que ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des ciblages sont destinés aux ménages. Le deuxième enseignement, qui est une conséquence découlant du premier, c'est qu'il faut étendre justement le champ de vulnérabilité à des cibles qui jusque-là étaient très peu prises en considération. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train aujourd'hui de faire avec cette cible jeunesse. Le troisième, c'est qu'il faut davantage construire et renforcer un système de protection sociale qui soit certes adaptatif, mais surtout évolutif. Et je crois que les systèmes de protection digitaux en sont un exemple patent. Le quatrième enseignement, c'est qu'il faudra déjà avoir l'approche choc. Si vous avez des notions en protection sociale, on parle de choc covariant.
et d'autres chocs qui résultent de situations d'impécuniosité. Et il faudrait davantage travailler de façon anticipative, donc dans la proaction, à concevoir des mécanismes de réponse au choc. Parce qu'un choc plus global que le choc Covid-19 que nous avons vécu, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais peut-être aussi qu'il y en aurait, puisque les spécialistes, les essayistes et ceux qui ont fait dans la science prospective ont aujourd'hui affirmé que des crises du genre vont au moins survenir chaque 10 ans. Et je crois que tout porte à croire que c'est une science aujourd'hui établie. Il faudrait davantage travailler à l'anticipation de ces phénomènes au lieu d'être dans la réaction. Je vais en profiter d'ores et déjà avant les travaux pour vous dire et rassurer le partnership que le Fonds de solidarité nationale, que j'ai l'honneur de diriger, est entièrement ouvert pour un partenariat. Les programmes sont là. Il faudra aussi faire, peut-être en termes de méthodologie, dans la coopérabilité, qui consistera à la collecte des données, mais surtout à leur traitement en symbiose. On est présentement en train de dérouler avec la Banque mondiale, je parle du Fonds de solidarité, des programmes assez résilients qui concernent certaines couches et qui peuvent être étendus pour cette cible jeunesse. Le Fonds de solidarité a pour principale mission de promouvoir la protection sociale adaptative et je crois que également c'est dans ces missions, en termes de ciblage, de prendre en compte cette couche jeunesse. En tout cas, nous marquons notre entière disponibilité et invitons la future maison Utafiti qui sera mise sur place à collaborer directement avec le fonds, non seulement pour la recherche de partenaires, mais également pour le développement de stratégies d'autofinancement. Parce que également, à chaque fois qu'on essaie toujours d'avoir des réflexions très claires, d'avoir des projets très clairs, et que de l'autre côté, le financement n'est pas là, ou qu'on attend toujours qu'il y ait des partenaires qui viennent financer, ça peut quand même constituer quelque part des obstacles. Il faudrait réfléchir sur des stratégies d'autofinancement et également sur cet aspect, le fonds de solidarité, et un tout petit peu dans une dynamique de conception. Je n'aimerais pas monopoliser la parole. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas préparé mon speech. En tout cas, je souhaite une pleine réussite pour les travaux à venir et un fort échange avec l'ensemble des acteurs de l'État et des problèmes en vigueur. Je vous remercie. Il n'y a pas le OU, Atman tout court, Atman Gay. Donc c'est comme chez nos amis donc, de l'Est. Je suis le responsable du suivi évaluation au niveau du ministère de la Jeunesse et j'ai l'honneur de représenter Madame Néné Fatouma Tata, la jeunesse. Malheureusement, il faut comprendre comme tel. Monsieur le directeur exécutif du partenariat pour la recherche sociale et la gouvernance en Afrique, PASGR, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Monsieur le représentant de la Fondation Mastercard, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, Mesdames et Messieurs les responsables du PASGR, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, chers jeunes, chers participants en vos rangs, titres et qualités, tout protocole respecté. Être là à la cérémonie d'ouverture de cet atelier de lancement du programme de recherche sur aspiration et résilience des jeunes femmes et des jeunes hommes, les perspectives en matière de moyens de subsistance, d'emploi, de responsabilité avant, pendant et après Covid-19, et au nom de Madame la ministre de la Jeunesse, Néné Fatouma Tata, est pour moi un immense plaisir, mais avant tout, un agréable devoir. Mais avant de poursuivre mes propos, je voudrais me faire l'obligation de transmettre les salutations de Madame la ministre à tous les participants, ainsi que félicitations à toute l'équipe de recherche coordonnée par le Dr Nia et pour avoir engagé ce chantier de réflexion
dont les résultats auront une portée sur la décision stratégique en matière de jeunesse, la cible qui nous réunit aujourd'hui. Il me plaît également de rappeler que le lancement de ce projet de recherche intervient dans un contexte marqué par l'intensification occupante à part actuellement. C'est pourquoi attache beaucoup d'intérêt à l'exercice qui nous réunit aujourd'hui, qui marque le démarrage d'un processus de co-construction. C'est le mot qu'il faut, parce que M. Diop l'a dit tout à l'heure, un processus de co-construction des réflexions fondatrices de la recherche en vue. C'est également un exercice qui coïncide avec l'amorce du processus de structuration du PSE Priorité Jeunesse, avec une approche essentiellement bâtie sur les principes de la multisectorialité et de la participation. Pour rappel, le PSE Priorité Jeunesse s'inscrit dans une dynamique d'asseoir les bases d'une collaboration entre plusieurs acteurs ayant des responsabilités diverses et variées, ou qui ont pris l'option de contribuer à l'œuvre commune de doter du Sénégal un capital humain jeune de qualité. En inscrivant le PSE, Priorité Jeunesse, dans les 5 initiatives majeures du plan Sénégal émergent PSE, l'État du Sénégal a démontré, une fois de plus, son option stratégique de placer la jeunesse au cœur de son projet de développement économique et social. Mesdames et messieurs, chers participants, le secteur de la jeunesse est aujourd'hui marqué par des défis énormes de développement pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes qui, il faut le reconnaître, sont à la croisée de plusieurs difficultés liées à leur intégration socio-économique, politique culturelle, ainsi qu'à leur protection sociale. Je pense que tout à l'heure, beaucoup ont fait allusion à cet aspect donc, de difficultés que rencontrent les jeunes, c'est-à-dire la protection sociale. Les perspectives du développement du Sénégal dépendent, entre autres, des conditions de socialisation des jeunes. C'est pourquoi la mise en œuvre de politiques ou de stratégies en leur faveur doit être au cœur d'une action collective. Une action collective articulée aux besoins et problèmes identifiés sur la base d'une démarche scientifique. Quand on parle de recherche, je pense que la meilleure démarche, c'est la démarche scientifique. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est là tout le sens du projet de recherche dont les livrables nous permettront de mieux plonger dans la profondeur de la prise en charge des préoccupations de développement humain des jeunes et de répondre de manière adéquate à leurs aspirations. Je demeure convaincu qu'au terme de cet atelier, des informations clés seront collectées afin des arguments factuels qui vont assurément nous permettre de mieux appréhender les enjeux et défis attachés à la prise en charge des besoins des jeunes. Je souhaite plein succès aux travaux et déclare ouvert au nom de Madame la ministre de la Jeunesse le lancement du projet de recherche sur aspiration et résilience des jeunes femmes et des jeunes hommes. Responsabilité avant, pendant et après. Alors, je m'appelle Ibrahim Magnan, donc je suis enseignant-chercheur et je suis le chercheur principal de ce projet de recherche qui est initié par PASGAR et la Fondation Mastercard. Voilà, l'objectif de cette rencontre qui aujourd'hui en fait permet en fait aux Sénégalais de pouvoir intervenir dans ce que nous sommes en train de faire, qui est ce lancement de ce projet de recherche qui est entamé sur 7 pays du continent africain, dont 6 pays anglophones et un pays francophone qui est le Sénégal. Donc nous sommes là aujourd'hui en fait pour lancer l'atelier. Le lancement de l'atelier en fait est pour nous un exercice incontournable. Parce que pour nous en fait la démarche de recherche telle qu'en fait nous la voulons, c'est une démarche qui fait participer en fait les acteurs dans la construction des outils de travail. C'est ce qu'on appelle une démarche de co-construction.
il y a une partie que les chercheurs, en fait, gèrent dans tout exercice de recherche, mais il y a aussi les acteurs qui sont concernés dans ces exercices de recherche-là. Donc, pour nous, en fait, il n'est pas normal que les chercheurs, en fait, définissent l'agenda de travail à partir de leur laboratoire de recherche ou de leur tour d'ivoire, mais il faut, à l'entame du travail, impliquer les parties prenantes. C'est-à-dire, dans cet exercice-là, l'exercice auquel nous avons convié, en fait, des jeunes ici de différents horizons, mais aussi de différentes organisations. L'idée, c'est de les présenter le projet. Après les avoir présenté le projet, de co-construire avec eux le projet. Parce que l'objectif, c'est d'ici 2030, avec le soutien de la Fondation Mastercard, pouvoir atteindre en fait la création de 30 millions d'emplois en Afrique. Et pour cela, en fait, il faut prendre en compte les aspirations des jeunes, mais aussi la dimension résilience. Parce que quand on parle de résilience, c'est en rapport à un contexte difficile. Le contexte auquel en fait nous faisons face aujourd'hui, c'est le contexte de la Covid-19. Donc la Covid a impacté sur les activités des uns et des autres. Et avant cela aussi, nous savons tous que le continent africain fait face à d'énormes défis. Et parmi ces défis, il y a ce qu'on appelle le défi démographique. Et dans ce défi démographique-là, les spécialistes disent que le continent africain traverse une période de dividende démographique, c'est-à-dire que c'est une période à laquelle, en fait, vous avez une population de jeunes importante, et cette population-là, si vous trouvez le moyen de pouvoir les accompagner, les faire intégrer en fait les circuits de développement, vous allez pouvoir en fait connaître un taux de croissance élevé. À partir de ce moment, donc, le fait de faire face aux défis démographiques qui fait que sur le marché, il y a tous les ans 300 000 jeunes qui arrivent dans le marché de l'emploi, il faut donc pouvoir y remédier. Comment y remédier? Il faut anticiper. Comment anticiper? Il faut prendre en compte les aspirations des jeunes. C'est-à-dire écouter la voix des jeunes aujourd'hui. Donc, la raison pour laquelle, en fait, nous lançons cette activité, c'est d'écouter la voix des jeunes, que les jeunes nous disent, par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, pour leur futur, comment, en fait, ils conçoivent leur futur. À partir de ce moment, je pense qu'ensemble, avec les réflexions qui vont être faites et qui sont déjà faites aussi par les différents théoriciens que nous avons invités dans cet atelier-là, parce que ce sont des spécialistes de ces questions de jeunesse-là, mais en intégrant, en fait, les jeunes dans cette perspective-là, je pense qu'ensemble, dès le commencement de ce travail de recherche, si les jeunes sont impliqués, les parties prenantes sont bien identifiées, je pense qu'à l'issue de la fin de cette recherche-là, les résultats que nous allons recueillir, nous pourrions les implémenter avec aussi la partie gouvernementale qui est impliquée aussi dans ce que nous sommes en train de faire, parce que vous savez mieux que moi, il y a des agences, des institutions du gouvernement qui sont impliquées dans la catégorie jeunesse, mais aussi concernant aussi les femmes. Donc c'est ça en fait, grosso modo, l'exercice en fait de cette activité aujourd'hui. Et la création d'emplois, ça sera gratuit? Bon, la création d'emplois, l'idée c'est qu'à la base, avec la Fondation Mastercard, qui est disposée en fait à mettre les moyens pour accompagner les jeunes, la Fondation veut en fait intervenir. Mais pour intervenir, il faut que la Fondation puisse disposer en fait des données sur lesquelles en fait elle va pouvoir travailler et agir en fait sur le continent en permettant en fait cet objectif d'atteinte de 30 millions d'emplois d'ici 2030. Mais pour cela, à la base, je pense qu'il y a des préalables, et parmi ces préalables-là, il y a le travail de recherche que nous sommes en train de faire et que nous allons faire avec les parties prenantes qui vont être identifiées aujourd'hui, mais aussi avec le concours des agences de l'État. Pouvez-vous nous expliquer Bon, aucun secteur n'est exclu. Ce qui est fondamental pour nous, c'est qu'il y a la dimension jeunesse et la dimension femme qui, pour nous, sont en fait incontournables dans ce travail-là. Donc tous les secteurs d'activité sont concernés par l'atelier et par la recherche. Et pourquoi vous portez votre cible à la jeunesse? La jeunesse pour nous, en fait, c'est l'avenir, c'est le présent aussi. Donc on ne peut rien faire sans la jeunesse. Voilà. Atman Gueye, je suis inspecteur de la jeunesse. Je suis le responsable du suivi évaluation au niveau donc, de
de la cellule études, planification et suivi évaluation du ministère de la Jeunesse. Monsieur Gueye, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les attentes du ministère de la Jeunesse par rapport à ce programme? Oui, c'est un programme qui vient à son heure, parce que comme je l'ai dit donc, avec M. Anthony tout à l'heure, cela coïncide avec un projet qui est en train d'être déroulé au ministère de la Jeunesse. C'est le PSE, Priorité Jeunesse 2035. C'est un projet donc, qui est un peu central, qui est un peu transversal, dû à la cible jeune, mais aussi qui vise donc l'amélioration des conditions de vie donc, des jeunes. Et pour cela, il va falloir faire une structuration donc, de ce projet-là. Et on est en train de le faire avec le BOSS et aussi donc, le système des Nations Unies. Et cela va commencer par une étude de perception qui est en parfaite collaboration, en phase avec ce que le projet est en train de faire. Et au sortir donc de ce projet, il va falloir donc avoir des éléments, des indicateurs et des statistiques valables pour apporter leur contribution quant à l'amélioration donc, de la qualité du capital humain jeune. Ce projet intervient dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Concrètement, comment la jeunesse sénégalaise a été impactée par cette crise mondiale? Oui, la jeunesse particulièrement, parce que le Sénégal est essentiellement, quelques 60% donc de la population sont des jeunes âgés entre donc, 15 et 35 ans, et ils sont impactés comme tous les autres. Mais vu la précarité donc, de l'emploi, certains ont beaucoup perdu de leur emploi. Et cela, donc, ce sont des études, des résultats qui sont donc observés sur le terrain. Et il va falloir corriger, faire de telle sorte que la jeunesse sénégalaise soit beaucoup plus résiliente pour pouvoir faire face à ces crises-là. Au ministère de la Jeunesse, il y a un projet de protection sociale des jeunes contre donc, les mariages précoces, contre le tabagisme, la drogue, mais contre donc, certaines maladies. Et la leçon apprise, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'agents pathogènes. Donc il va falloir redynamiser tout cela et être prêt. Préparer la jeunesse aussi pour pouvoir faire face à ces gens donc, faire face donc, aux caméras, d'accord, pour pouvoir donc préparer la jeunesse à être prêt donc, par rapport à ces gens d'imprévus. D'accord, maintenant, par rapport à ce projet, quel appui va fournir le ministère de la Jeunesse? Comme faisait donc le ministère de la Jeunesse pour les autres organisations, le ministère de la Jeunesse a d'abord donc peut appuyer techniquement. Vous savez que le ministère de la Jeunesse a une ramification un peu partout donc, dans ce pays-là. Et quand on parle de territorialisation des politiques publiques, c'est de trouver les jeunes là où ils sont. Et le ministère de la Jeunesse, avec ses structures déconcentrées, surtout les CEDEPS, et ces maisons de jeunesse et de citoyenneté qui sont en train d'être construites, c'est un appui fort. Donc si le projet s'appuie principalement sur le ministère de la Jeunesse, il aura accès directement aux jeunes, la principale cible. Autre chose, c'est que nous avons aussi nos bases de données. Nous avons nos associations cibles. Nous avons donc le Conseil national de la jeunesse, qui est l'instance fêtière de toutes ces associations de jeunes-là. Donc ce sont ces atouts-là sur lesquels, si le projet s'appuie là-dessus, à travers le ministère de la Jeunesse, on peut espérer des résultats probants et dans les meilleurs délais. Maintenant, est-ce que le projet pourra couvrir les 14 régions nécessaires? Effectivement, si le projet s'appuie sur les structures du ministère de la Jeunesse et les partenaires premiers du ministère de la Jeunesse, qui sont les jeunes, je pense que le projet peut couvrir les 4 régions. Parce que pourquoi? Dans chaque région du Sénégal, il y a un service régional de la jeunesse. À la tête donc, de quel service il y a un inspecteur de la jeunesse. Et dans chaque région, il y a au moins 3 centres départementaux d'éducation populaire et sportive, CEDEPS. Et c'est dans ces centres-là que les jeunes sont formés. Donc je pense que si le projet s'appuie sur les structures du ministère de la Jeunesse, nous pouvons réussir la territorialisation donc, de ce projet-là.